nous en savons peu sur la vie de l'embryon dans les 12 premières semaines de grossesse. Quand commence-t-il à ressentir quelque chose? En est-il capable? La recherche scientifique fournit peu d'éléments de réponse. Le terme amas de cellules se rapporte la plupart du temps à une morula qui représente des cellules agglutinées les unes aux autres. Ici, nous en sommes à 48 heures après la fécondation. Cette morula est en plein développement, lequel se poursuit jusqu'ici. 4 semaines après, le cœur commence à battre. Apparaît alors une forme plus humaine. D'ailleurs, vers 8 semaines, la ressemblance est flagrante. Vers la 12e, 13e semaine, se termine la phase dite embryonnaire. On entre dans la phase fœtale, car l'ensemble des organes est présent. On parle donc à tort d'un amas de cellules. Bien sûr, il s'agit de cellules qui se regroupent entre elles dès le début, mais c'est une entité évolutive porteuse de gènes humains. Donc en cas d'une IVG pratiquée dans des délais normaux, entre la 4e et la 12e semaine, il ne s'agit plus du tout d'un amas de cellules, puisque le cœur s'est mis à battre. Voilà qui change la donne. On voit une forme indéniablement humaine, au plus tard dès la 7e semaine. Et c'est ce qui m'échappe. Comment la société actuelle peut-elle faire preuve d'autant de légèreté dans ce domaine? Faut-il s'en alarmer? J'estime qu'il est dangereux de banaliser, surtout lorsqu'ensuite on réalise qu'on a pris une décision sur la base d'éléments erronés. L'avortement peut-il être un réflexe de défense dans ce sens? Ma vie compte davantage? De nombreuses études tout à fait sérieuses constatent ceci. Parmi les femmes qui ont recours à l'IVG, bon nombre d'entre elles ont le sentiment que c'est leur propre vie, leur projet de vie qui est en jeu. L'orientation qu'elles voulaient donner à leur vie est remise en cause par l'enfant. Elles craignent de voir faire une croix sur leur vie propre, parce qu'on ne leur a peut-être pas montré qu'il y a d'autres issues. Mais je crois aussi que la plupart d'entre elles sont persuadées que ce dont elles se débarrassent quand elles avortent n'est pas un être humain pour l'instant. Sous un angle éthique, moral, il n'a pas encore le statut d'un être qui lui est né. Voilà qui fait toute la différence. Et cela n'a rien à voir avec la religion. Tout dépend de la manière de voir les choses. Au fond, qu'est-ce que je sais exactement du fœtus? Les religions apportent des réponses, mais c'est à chacun de trouver la sienne. À partir du moment où c'est chose faite, on peut développer ou non des sentiments de culpabilité. Combien de fois ai-je entendu « Je n'ai pas pu réfléchir pleinement aux conséquences de ma décision », à cause peut-être des pressions excessives de l'entourage ou de l'angoisse liée à un avenir incertain. D'une part, les femmes ont peur d'envisager une naissance qui exposerait l'enfant à une situation précaire et peu enviable. Mais elles regrettent aussi de ne pas avoir eu plus de temps pour réfléchir à tête reposée et s'assurer du bien fondé de leur décision. Je m'apprête à rencontrer Anne. Elle n'a pas avorté. Elle est la rescapée d'une IVG de jumeaux à 12 semaines. Ce sont des jumeaux, n'est-ce pas? Et voilà leur ventre, les pieds, les mains. On les voit barboter, ils ont l'air d'aller bien. Ça me fait tellement plaisir de les voir comme ça. Et aussi de savoir qu'ils sont là l'un pour l'autre, c'est merveilleux. Ça doit être fabuleux d'être à deux dans l'utérus, oui, ça doit vraiment être merveilleux. C'est si bon de savoir que ces jumeaux existent vraiment et qu'ils ont droit à la vie. J'ai toujours rêvé d'avoir un vis-à-vis qui serait quasiment à mon image, qui réagisse comme moi, qui ressente ce que je ressens, qui ait envie des mêmes jeux que moi. J'ai toujours ressenti ce désir profond d'être jumelle. Il fut un temps où je devais être agaçante à demander chaque jour à ma mère « Dis, ce serait comment si j'avais eu une jumelle ? Tu aurais bien aimé que j'existe en double exemplaire ?»
Très vite, elle a trouvé la parade. Je ne sais pas qui t'a mis ça en tête, mais c'est devenu une idée fixe, ton histoire de jumelles. Il faut avouer que lorsque je revenais à la maison, j'avais toujours l'impression que j'allais trouver ma sœur jumelle près de la maison de poupée, prête à jouer avec moi. Comme si elle était une partie de moi qui me ressemblait beaucoup. Disons que je ne l'imaginais pas comme ma copie conforme physiquement. Par contre, oui, elle me ressemblait beaucoup. Si bien que j'ai fini par croire moi-même que j'étais complètement dérangée. À l'adolescence, je suis devenue anorexique. Je me suis tournée vers l'aumônerie pour expliquer que j'avais toujours eu cette impression d'être une jumelle et que j'avais besoin d'aide pour m'ôter cette idée de la tête, que c'était devenu trop pesant. Mais à l'époque, personne à l'aumônerie n'a pu m'aider, sachant que les psychologues et ma mère avaient décidé de garder le secret. Ils allaient attendre encore quelques années avant de me dire la vérité. Le temps que mon état s'améliore et me permette d'encaisser le choc. J'avais 17-18 ans lorsque ma mère m'a emmenée à une conférence sur le paragraphe 218 de la loi sur l'avortement. Sur le chemin du retour, j'ai subitement été envahie par un accès de colère. Je ne savais pas pourquoi. Ma mère s'est alors garée sur le bas-côté et m'a expliqué qu'elle comprenait les femmes qui passaient à l'acte. Alors, elle m'a tout dit de mon histoire. Elle m'a expliqué qu'elle-même était allée voir un médecin pour se faire avorter. Elle en était alors à son 3e mois de grossesse. Elle m'a dit à quel point elle était désolée. Elle était persuadée que tout s'était bien déroulé. Puis un jour, le médecin a constaté qu'en fait, elle était enceinte de 5 mois. Qu'elle portait encore un bébé, qu'il s'agissait d'un jumeau. D'abord, j'ai simplement pensé que j'avais vu juste. C'était un choc de me voir confirmer ce que j'avais toujours su. J'ai ressenti une grande bouffée de joie, puis du chagrin, mais avant tout, quelle révélation de savoir que je n'étais pas cinglée ni schizo. J'avais donc raison. Et tout à coup, ça m'a fait tellement mal de réaliser que j'avais assisté à une lutte à mort et que moi-même, je m'étais battue pour survivre. C'est bizarre ce qui se passe par la tête dans ces moments-là. J'ai pensé que j'avais été égoïste alors que j'ai dû me battre pour ma propre vie. Quand ma mère m'a expliqué ce qui s'était passé, tout est devenu limpide. Enfin, j'avais des réponses à mes questions. Je comprenais pourquoi j'étais anorexique. Enfin, je savais pourquoi j'éprouvais le besoin de me punir, de me laisser mourir de faim. Voici une photo de moi nouveau-né, juste au moment où la sage-femme me ramène. Ma mère m'a raconté qu'elle m'avait ensuite attendue dans la joie. Elle a même prié pour que ce bébé vienne au monde en bonne santé. Quand la sage-femme est venue me présenter, elle a dit à ma mère que j'étais en parfaite santé. Et ça a été un vrai bonheur pour ma mère. Suite à un avortement, les femmes sont rattrapées par la honte, la culpabilité et l'angoisse d'être condamnées. Et chacune, pour s'en sortir, doit trouver une solution toute personnelle. Un avortement peut entraîner des séquelles, mais ce n'est pas une fatalité. Les troubles de stress post-traumatique peuvent être déclenchés par un, voire plusieurs événements traumatisants. Ils sont vécus soit à une échelle purement personnelle, soit en corrélation avec des tiers. Dans de nombreux cas, survient un état de détresse. Un vécu traumatique peut ébranler l'image que l'on a de soi et du monde. Toutes les femmes ayant subi une IVG ne sont pas sujettes à ces troubles post-traumatiques. On estime que sur 10 femmes, 2 d'entre elles n'en présentent pas les symptômes.
et qu'environ 2 à 4 d'entre elles ont besoin d'aide car elles développent une véritable pathologie. Il suffit d'un simple élément déclencheur et les voilà exposées à un maelstrom d'émotions qui les amène à revivre leur avortement ou bien à replonger dans la détresse qu'elles avaient éprouvée juste après. Elles sont en pleurs, tremblent comme des feuilles et elles n'y peuvent rien. La souffrance émotionnelle qui s'ensuit peut être révélatrice d'états dépressifs et de troubles anxieux très divers. Pour étayer l'un de mes articles, j'ai pu travailler sur le dessin d'une femme qui visualise une cage. Je suis enfermée, dit-elle, dans une cage de culpabilité et de honte, prisonnière de ma dépression. Voyez ce dessin. Elle est privée de mains et aussi de pieds, et partout du rouge, jusqu'au cou. Et elle a noté « C'est moi, debout, dans le sang de mon enfant qui n'est pas né ». Elle ajoute « Tant de femmes sont comme moi dans une cage. Nous sommes toutes prisonnières de notre culpabilité et de notre honte. Je souhaite que ces femmes puissent un jour sortir de cette cage et parler de ce qu'elles ressentent. Parce que c'est humain de se sentir coupable, c'est humain de ressentir de la honte, c'est humain d'être dans le deuil et d'essayer de trouver la réconciliation, de tenter un nouveau départ. » Comment une si petite intervention peut-elle être aussi dévastatrice? Attention, ce qu'on enlève a beau être tout petit, cela n'atténue en rien la portée du geste. D'ailleurs, les femmes qui doivent subir une IVG emploient le terme de cellules embryonnaires, également employé en consultation. En principe, ce terme désigne quelque chose et non un enfant. Mais quand elles réalisent après une IVG que ce n'est pas quelque chose, mais bien quelqu'un qu'elles ont perdu, elles sont alors rattrapées par le besoin de personnaliser l'enfant. Elles sont emportées par des vagues de tristesse et de culpabilité et se retrouvent en pleine détresse. Donc, peu importe si ce qui a été détruit en elles était tout petit. On observe la même réaction chez les femmes victimes d'une fausse couche. Parmi les femmes souffrant de troubles psychiques suite à une fausse couche, aucune n'est jamais venue me consulter en me disant « j'ai perdu mes cellules embryonnaires ». Non, elles disent toutes « j'ai perdu mon enfant ».